Salut tout le monde, c'est Roswell. Et ben on se retrouve pour une petite vidéo donc sur sur la présentation de cette saison 4 qui a commencé aujourd'hui. En espérant que cette fois-ci sera la bonne parce que je vous avoue que j'ai beaucoup galéré. Ça fait la troisième fois que j'essaye de faire cette vidéo. Voilà, des petits problèmes de stockage dans mon téléphone en gros. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire une petite étape de carte de la saison 4, histoire de voir un petit peu comment ça se profile, quoi, comment ça se déroule, ce qui nous attend dessus. Et puis après, on va aller faire une petite analyse des héros 5 étoiles de la saison 4. Et je pense que demain, je ferai les 4 et les 3 étoiles. Histoire simplement de pas faire une vidéo qui dure des heures, quoi. Euh, voilà, ça sera toujours un petit peu plus complet, je pense, que ce que j'ai pu faire sur la dernière vidéo, puisque là, au moins, déjà, ne serait-ce que par le fait d'avoir les images des héros, ça permet quand même de mieux situer, quoi. Mais bon, là, il n'y a pas énormément de changements qui ont été effectués par rapport à ce que j'avais pu vous montrer sur le forum. J'ai noté qu'une seule différence jusque-là. Bref, allons voir donc ce que ça donne. Déjà, tiens, j'ai fait deux petites invocations avec. J'avais à peu près 700 gemmes. Une invocation donc sur le portail de. Invocation du souterrain. Je trouve ça un peu naze comme traduction. Bref. Euh, sur ce portail, donc c'est 350 gemmes. Donc voilà, j'en ai fait deux. J'ai eu deux héros 3 étoiles de cette saison 4 qui sont Elo et Gramps. Où est-ce qu'ils sont? Plus bas. Hop, ils sont là. Voilà, ces deux-là. À droite, là au milieu. Bref. Donc c'est voilà, plutôt cool. Les 3 étoiles de cette saison 4 tombent plutôt facilement. Comme d'habitude, on va galérer pour les 4 et les 5 étoiles, surtout les 5 étoiles. Euh, mais voilà, au moins les 3 étoiles, il y a de quoi en avoir, quoi. Euh, D'ailleurs, je suis pas le seul à avoir fait quelques invocations et les 3 étoiles ont clairement l'air de tomber assez facilement. Allez, allons voir ces étapes de cartes. Donc je l'ai pas mal farmé aujourd'hui, hein. J'ai fait les deux premières provinces, j'ai bien avancé je suis à la moitié de la troisième province. Déjà première chose par rapport à ce que j'ai dit sur la dernière vidéo, je me posais la question, j'étais pas sûr de moi, est-ce que c'était toutes les étapes qui étaient spéciales ou est-ce qu'il y avait certaines étapes qui étaient spéciales. Ce sont bien toutes les étapes qui sont spéciales. Sur ces trois premières provinces, euh, sur ces trois premières provinces. Oui, c'est ça, province. Bref. Sur ces trois premières provinces, c'est exactement la même chose. Sur toutes les étapes, sur ces trois premières provinces, je sais pas, je pense que ça changera après au fur et à mesure, dès qu'une nouvelle région de la carte sera dévoilée. À mon avis, ça va être un type de spécificité en fait par région. Donc, on va aller voir un peu ce que ça donne. Ces fameuses particularités de ces étapes. Il y a deux effets, un positif et un négatif. Le positif, c'est que tous les héros sacrés reçoivent plus 50% d'attaque pendant 5 tours. Et le négatif, c'est que tous les héros violets reçoivent moins 50% de précision pendant 5 tours. Alors, ils mettent pendant 5 tours, mais honnêtement, c'est tout le long du raid en fait, hein, puisque vous commencez directement avec, et il y a un petit décompte, et au bout de 5 tours, ça repart à nouveau. Donc voilà, je sais même pas pourquoi ils sont embêtés à mettre ce décompte et à préciser 5 tours, puisque au final c'est pendant tout le long du truc. Autre chose, pour l'instant sur les trois premières provinces c'est quand même plutôt assez simple. Je crois que j'ai fait les deux premières provinces en automatique, ou en tout cas la première en automatique, et à part quelques étapes histoire de voir un peu comment ça se passait, et une bonne partie de la deuxième. Après, j'ai préféré quand même reprendre la main parce que il y a autre chose qui est spécial là-dessus. On en avait parlé sur la dernière vidéo. Il y a des tuiles qui apparaissent qui sont en fin de compte changées par les ennemis qui vous infligent des dégâts. Et c'est un petit peu sur le même principe que les tuiles maudites de la tour des ninjas. C'est vraiment un peu le même genre de mécanique. Sauf qu'au lieu de vous maudire un héros, ça vous inflige des dégâts. Donc il faut quand même se débarrasser de ces tuiles là. Et, euh,
Et voilà, j'ai pas confiance en l'IA pour ce genre de choses, qui fait un petit peu n'importe quoi. Donc voilà, mais sinon voilà, ça reste quand même relativement simple jusque-là. Autre chose, donc les ennemis sont immunisés contre les effets négatifs qui touchent la précision. Donc un Jun ou un Drakefong ne serviront que par leurs dégâts, leur debuff de précision ne servira plus à rien. Donc ce que je peux vous conseiller, bon, sur le début c'est pas encore utile et là je vais continuer comme ça aussi, je vais pas spécialement le faire, mais tout simplement enlever les héros sombres de votre équipe et doubler les jaunes sans mettre spécialement un Jun ou Drakefong, quoique Jun avec les dégâts ça le fait. Drakefong ça peut être pas mal aussi, mais voilà, le debuff de précision n'aura pas cours. Donc moi j'ai posé Idon dans mon équipe et je pense que je mettrai Odin pour aller avec. Donc allez, hop, on est parti. Donc ma petite équipe c'est ça, mais c'est mon équipe Rainbow habituelle, hein, que j'utilise sur les étapes de cartes. Peut-être plus que Odin d'ailleurs, je suis en train de me dire peut-être que je remplacerai Ariel par Mani costumé et que je mettrai Vivica, du coup que je viens de finir. Voilà, à voir. Allez, on est parti. Donc les objets, je m'en fiche un peu, pour l'instant j'en ai pas besoin. Autre chose là, vous attendez pas. Enfin voilà, le puzzle là, j'y vais un petit peu en bourrin, je cherche pas spécialement à réfléchir à fond dessus, sauf éventuellement à certains moments pour me débarrasser des tuiles. Mais voilà, c'est encore une fois, on est au début de la saison et c'est vraiment pas bien compliqué. Donc on peut voir là justement une tuile qui vient d'apparaître, là, celle-ci, qui est donc les fameuses tuiles qui sont là pour nous embêter, pour nous faire des dégâts. À chaque tour, bim, vous voyez, elle va taper sur quelqu'un. Ça tape pas super fort non plus, mais je pense que plus ça va aller, plus ça va taper fort et plus il deviendra important de s'en débarrasser le plus rapidement possible. Pour l'instant, c'est pas encore, voilà, c'est pas encore bien grave. On s'en fiche un petit peu presque, mais ça durera pas. Donc ce que je fais généralement sur les étapes de cartes, c'est que je charge les héros et j'évite de les utiliser. Sauf éventuellement les healers dans certains cas. Là, vous voyez, je préférais l'utiliser parce que, bah, mine de rien, la santé commençait à diminuer. Alors là, par exemple, vous voyez, j'ai deux tuiles jaunes. Ah oui, autre chose aussi avec ces tuiles. Elles sont donc, comme je l'ai dit, invoquées, j'ai envie de dire, par les ennemis que vous avez en face. Et chaque ennemi ne peut invoquer des tuiles, je sais pas comment ils appellent ça, des gemmes, je sais plus quoi. Hop, je crois que c'est marqué là. C'est pas ça, hop. Ah zut, dégage. Des gemmes du souterrain, voilà. Et c'est ne pas utiliser, invoquer ces gemmes du souterrain que sur les boucliers de leur couleur. Ce qui fait que là, sur le plateau, j'ai deux jaunes et un bleu. Je pourrais avoir des gemmes du souterrain que jaune et bleu. Il n'y a pas de rouge, donc j'ai pas besoin de craindre les rouges. Il n'y a pas de violet, j'ai pas besoin de craindre les violets. Aucun souci là-dessus. C'est une info qui est toujours bonne à savoir. Ça peut permettre un petit peu voilà, ça peut être une info qui peut être intéressante, en gros, pour la gestion du puzzle. Donc, autre chose aussi, un petit peu comme pour la tour des ninjas, ça peut être pas mal de faire voilà, des diamants et de les garder. De les garder le plus longtemps possible, tout simplement parce que vous pouvez vous retrouver avec plusieurs gemmes du souterrain là, et avoir besoin de vous en débarrasser parce que ça commence à vous faire mal. Et dans ce cas là vous êtes bien content d'avoir un diamant de la bonne couleur. Autre façon c'est de débarrasser de ces gemmes, donc c'est soit en faisant des matchs ou en déclenchant un diamant de la couleur ou en faisant exploser un dragon juste à côté, comme je l'ai fait là juste avant. Voilà, vraiment, on trouve la même chose que ce qu'il y a sur la tour des ninjas à ce niveau-là. C'est vraiment un peu le même gameplay, quoi. Hop, oui, là ça a manqué, ça a manqué. Vous voyez aussi que depuis le début du raid, Sartana a la petite icône là, du debuff de précision et Poséidon a la petite icône du buff d'attaque.
voyez que 50%, c'est énorme, hein. On a l'impression que toutes les tuiles ratent, quoi. Donc c'est pour ça que je pense que rapidement je vais finir par enlever certains gars de l'équipe et par enlever tout simplement toute idée de mettre du violet dans cette équipe. Donc c'est pareil, je vais garder mes diamants, je vais pas les utiliser tout de suite, on verra plus tard. Là je commence à avoir voilà, deux tuiles jaunes maudites, j'ai envie de dire, mais pas grave, pas besoin d'utiliser le diamant encore. Oula, j'avais pas fait gaffe à Drakefong. Bon, voilà, il s'est utilisé tout seul du coup le diamant. J'avais pas fait gaffe à Drakefong. Il commençait à être un peu mal là. Hop. Euh, f- 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 Bon, on va peut-être commencer à accélérer un petit peu la chose, hein, parce que voilà, le but était surtout de montrer un petit peu comment ça marche. Hop. Bah, généralement, comme je vous disais, je garde les compétences pour la fin, pour le boss, comme ça, bim, on s'en débarrasse assez rapidement. Et je les utilise en fait seulement quand j'ai moyen de les recharger rapidement, quoi, pendant la même vague, j'ai envie de dire. Ah, voilà, le boss, on n'en parle plus. Hop, on va augmenter tout ça. Voilà, et on se débarrasse du dernier ennemi. Ok, voilà. Donc voilà comment se passent un petit peu les étapes de cartes. Après, donc, comme pour Atlantide, comme pour Valhalla, vous gagnez 3 pièces du souterrain chaque fois que vous terminez pour la première fois, donc une des étapes en normal. Ça sera ouais, 3 sur 8, donc ça sera 5 en les terminant en difficile. J'en suis mine de rien à... on va aller voir ça. Excusez-moi. J'en suis à 75 sur 100, donc voilà, je vais continuer à farmer, je vais essayer d'obtenir une petite invocation d'ici ce que j'aille me coucher tout simplement. J'ai pas mal d'énergie monde, hein, donc je vais beaucoup farmer pendant les 4 jours cette saison 4, essayer d'avoir un maximum d'invocations uniquement par les pièces que je vais gagner. Il y a quelques héros qui sont vraiment intéressants que j'aimerais bien avoir. Et justement, les héros, on va aller les voir. Donc première chose, vous voyez que le portail se présente exactement comme pour Valhalla ou Atlantide. Visuellement, c'est surtout comme pour Valhalla. On a 3 héros à la une, et donc une invocation c'est 350 gemmes. Vous avez le petit coffre là, quand vous faites 10 invocations, ça vous permet d'ouvrir un coffre et de gagner des objets d'évolution. Donc voilà, c'est vraiment comme le même principe que Atlantide ou Valhalla. Les 3 héros à la une, ce sont donc Elisabeth, le Docteur Moreau et Phileas Fogg. Et donc on va les voir. Phileas Fogg, c'est un héros 5 étoiles, vert, de classe combattant, donc certains pourcentages de chances de revenir à la vie. Sa compétence passive, puisque les héros de cette saison 4 ont des compétences passives. Réduction des dégâts des compétences spéciales. Les dégâts subis sont réduits de 20% lors des 3 premières fois que le héros subit des attaques enfin des dégâts de compétences spéciales. C'est sympa. C'est sympa, ça risque d'être très chiant. Quand vous allez tomber sur des héros comme ça, franchement, ça va être assez relou. Voilà, au final, vous galérez quand même pas mal à vous en débarrasser. 20% quand même, mine de rien, c'est pas rien, quoi. Au niveau de ses stats, 832 d'attaque, c'est absolument énorme. À titre de comparaison, 832, c'est à peu près ce que j'ai avec mon Mani costumé,
qui est emblémé à fond. Donc c'est franchement énorme. 727 de défense, c'est assez bas. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'aurais dit c'est moyen. Mais les stats ont évolué. Aujourd'hui, 727, c'est assez bas. Et 1339 de PV, c'est moyen, moyen bas, quoi. Encore une fois, selon les nouveaux standards, en fait, au niveau des statistiques. C'est une vitesse de mana rapide, il retire les bonus de la cible, il inflige 420% de dégâts à la cible et la défense de la cible contre la nature augmente donc diminue de 58% pendant 4 tours. Donc c'est un sniper, première chose. Encore une fois, ça je vous l'avais déjà dit, l'ordre dans lequel sont inscrits les points de la compétence spéciale est très important. C'est-à-dire qu'il va commencer par retirer les bonus de la cible, et ensuite il va infliger 420% de dégâts à la cible, et ensuite il va donner moins 58% de défense contre la nature. Ce qui veut dire que s'il se retrouve face à un boril, face à une cive ou ce genre de choses là, rien à foutre. Il va d'abord enlever les bonus de la cible, donc le renvoi de dégâts, la réduction des dégâts à 50% pour Sif, les bonus de défense, etc. Et ensuite il va taper à 420% de dégâts sur une base, encore une fois, à 832, c'est absolument énorme. Il y a de quoi one-shot, quoi. Sans même lui donner d'emblème, il a la possibilité de one-shot pas mal de héros. Donc c'est vraiment très fort. Et donc ensuite, il infligera moins 58% de défense contre la nature, ce qui fait que, et encore heureux, quand lui va frapper, ce sera pas avec un debuff de défense contre la nature de moins 58%. Heureusement, là ce serait vraiment abusé. Au final, donc, ce Phileas Fogg, c'est un sniper, c'est un très bon sniper avec une énorme stat d'attaque encore une fois, et c'est un héros qui va être parfait contre les titans. Il va vraiment faire très mal aux titans, puisque, encore une fois, une stat d'attaque absolument monstrueuse à 832, sa compétence spéciale qui fait mal, et surtout, le debuff de défense contre la nature, qui est quelque chose d'absolument génial. Donc clairement, pour tous ceux qui auront Phileas Fogg, on part pas sur un titan bleu sans lui, quoi. C'est vraiment un héros absolument génial, j'aimerais vraiment tomber dessus. Clairement, si j'avais la chance de tomber dessus, Lyanna, qui est pour l'instant théoriquement le prochain héros vert que je vais EP, elle patientera. Tant pis, elle patientera, mais ce serait lui qui passerait avant, quoi. Clairement, avec 832 de stats d'attaque, c'est absolument fou, quoi. Sinon, donc forcément, c'est un sniper, donc c'est très fort, que ce soit en attaque ou en défense. En défense, plutôt à mettre sur l'aile. Et dans tous les domaines, d'attaque, ça sera très fort, quoi. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à en dire, hein, de Phileas Fogg, à part que c'est un excellent héros, vraiment, et qui sera utilisable absolument partout. Ensuite, on a le Docteur Moreau. Docteur Moreau, 5 étoiles violet, de classe paladin, donc certain pourcentage de chance d'obtenir un buff de 25% de défense pendant 2 tours, il me semble. Sa compétence passive est réduction des dégâts des compétences spéciales, donc les dégâts qui sont subis sont réduits de moins 20% lors des 3 points. Bon, bref, c'est exactement la même que pour Phileas Fogg. Au niveau de ses stats, on est à 774 d'attaque, c'est bien. C'est bien, hein, alors forcément, quand on compare au 832 de Phileas, c'est limite pourri, on a envie de dire, mais voilà, 774 d'attaque, ça reste très fort, ça reste une très bonne stat. 751 de défense, c'est franchement pas mal. 1439 de PV, c'est carrément bien aussi, donc c'est assez équilibré, c'est plutôt pas mal. On le verra, mais dans l'ensemble, ces héros de la saison 4 ont tendance à être plutôt orientés attaque au niveau de leurs stats. Ils ont tous de bonnes stats d'attaque, mais encore une fois, ils ont tous aussi de bonnes stats en règle générale. Ensuite, au niveau de sa compétence, c'est une vitesse de mana rapide. Il inflige 270% de dégâts à la cible et aux ennemis proches, et la cible et les ennemis proches reçoivent moins 35% de précision pour 3 tours. Donc pour faire simple, comme je vous l'avais dit sur la dernière vidéo, c'est Drakefong en violet, et avec de meilleures stats. Donc qui dit Drakefong dit un personnage qui sera très fort aussi bien en attaque qu'en défense. En défense, vous le mettez en flanc, sur l'aile, aucun souci. Vous pouvez même le mettre en tank, c'est pas ridicule.
encore plus Dr Moreau que Drake Fong, puisqu'il a de meilleures stats aussi en défense et en attaque. Voilà, c'est un héros vraiment qui va être très fort dans tous les domaines du jeu. Vraiment tous les domaines du jeu, hein, que ce soit en attaque, en défense, contre les titans ça va être sympa puisque c'est toujours bien de réduire la précision des titans hein, qui vous font très très mal. Il a une bonne stat d'attaque. En tournoi ça sera fort aussi, pas une énorme plus-value sur l'attaque de ruée, il va juste passer de rapide à très rapide, mais voilà ça reste quand même bien. Euh, En booster de bonus, c'est pas spécialement lui qui va apporter grand chose, mais voilà, il sera pas ridicule non plus en booster de bonus, il n'y aura pas une énorme valeur ajoutée, mais il sera efficace quand même. Et en bataille sanglante, il sera fort puisqu'il fait des dégâts. Il fait d'assez gros dégâts et il va un petit peu empêcher l'adversaire d'en faire en réduisant la précision. Donc voilà, vraiment un très très bon héros aussi, ce Docteur Moreau. Ensuite, on a Elisabeth. Alors là, Elisabeth, ça va être autre chose. Parce que là, on rentre dans des nouvelles mécaniques. Attendez, hop, une petite seconde. Donc on est reparti, comme je disais, donc une nouvelle mécanique pour cette Elisabeth. C'est donc un 5 étoiles rouge de classe moine. Les moines, donc c'est un certain pourcentage de chance de résister aux effets négatifs, quoi, en règle générale. Sa résistance passive, augmentation de la durée des bonus. La durée des 3 premiers bonus octroyés à ce héros par des compétences spéciales est augmentée de 1 tour. Donc l'exemple que j'avais déjà utilisé sur l'autre vidéo, vous la mettez à côté d'un Kirill par exemple, quand Kirill déclenche, il va donner théoriquement donc plus 30% d'attaque, plus 30% de défense sur 3 tours, et ben là ça sera sur 4 tours, donc c'est plutôt cool. Après reste à voir si ça compte comme deux bonus différents ou comme un seul, étant donné que c'est le même héros qui lui donne. Euh, je, je pense que ça doit être deux bonus différents. Bref, en tout cas voilà, elle fait durer ses bonus de un tour de plus, ce qui est toujours cool. Au niveau de ses stats, on est à 768 d'attaque, ce qui reste encore une fois plutôt pas mal en défense. En attaque, je veux dire, c'est franchement bien. 753 en défense, c'est pareil, c'est plutôt pas mal. 1448 en PV, c'est très bien. Euh, voilà, encore une fois, c'est assez équilibré. Peut-être petit un petit penchant pour l'attaque, mais sans plus, j'ai envie de dire. Elle est en vitesse de mana moyenne, elle inflige 175% de dégâts à tous les ennemis et elle invoque un démon arachnéen. Alors là honnêtement je suis pas très fan de la traduction, je préférais parasite araignée. Je trouve ça plus exact en fait, je trouve que ça va mieux parce que démon arachnéen ça fait un petit peu sbire alors qu'on va voir c'est pas du tout des sbires, c'est presque l'inverse des sbires j'ai envie de dire. Donc ça invoque un démon arachnéen pour tous les ennemis. Les démons arachnéens infligent des dégâts à l'ennemi à hauteur de 43% d'attaque à chaque tour. Alors là, à voir aussi sur la pratique. Est-ce que c'est vraiment 43% d'attaque, donc sur la base d'attaque de 768, ou est-ce que ce sont 43 PV de dégâts comme pour un dot habituel, on sait qu'il y a souvent cette erreur-là sur les cartes des héros où les dots sont considérés, enfin sont écrits comme des pourcentages alors que ce ne sont pas des pourcentages, ce sont bien des PV. Là, je sais pas. Donc, est-ce que c'est un dot au final avec 43 PV d'attaque à chaque tour ou 43%? J'ai l'impression que ça va bien être 43% sur ce coup-là. Et deuxième chose à voir aussi, les dots, on sait, augmentent au fur et à mesure qu'on donne des emblèmes et qu'on augmente l'attaque du héros. Par exemple, pour elle, si c'était 43 PV d'attaque à chaque tour, plus on augmenterait sa stat d'attaque, plus ce nombre de PV augmenterait. On passerait, je sais pas, à 50, 55, 60, etc. de PV à chaque tour. Par exemple, un Jean-François, son attaque c'est un dot, il enlève 301 je crois PV sur 2 tours. Et 302, voilà, 302 PV sur 2 tours. Et ben quand on va lui augmenter sa stat d'attaque avec les emblèmes, ça va augmenter, on va facilement se retrouver à du 350, 360 PV sur 2 tours. Et bien est-ce que ça va faire la même chose ici? Donc, je pense que c'est bien un pourcentage sur ce coup-là.
Et du coup, est-ce que ça va augmenter? Est-ce qu'on va passer à 45, 50% d'attaque? Ou alors, est-ce que c'est si c'est des PV, est-ce qu'on va passer à 45, 50 PV d'attaque à chaque tour? Ça reste à voir. Ça ne m'étonnerait pas. Clairement, ça ne m'étonnerait pas. Maintenant, va falloir voir sur la pratique. Et, et voilà quoi. Va falloir voir tout ce qui doit remonter si ça augmente. Le démon arachnéen absorbe les soins et disparaît après avoir absorbé 28% de la santé maximum de la cible. Le démon arachnéen confère moins 24% d'attaque à son propriétaire aussi longtemps qu'il est actif. Et c'est là le changement notable que j'ai pu noter par rapport à la vidéo que j'ai fait la dernière fois avec ce qui était sur le forum, la version bêta du héros. C'était moins 24% de génération de mana. Là, on est à moins 24% d'attaque. Ces différences, dans l'ensemble, j'ai envie de dire que c'est dommage. Je pense qu'une baisse de génération de mana a plus d'impact en soi. Maintenant, ça va peut-être rehausser un petit peu son intérêt pour les titans. Puisque c'est un héros qui, je trouve, n'avait pas un gros intérêt contre les titans, si ce n'est sa stat d'attaque. Or, bah, là, c'est quand même plutôt pas mal de pouvoir baisser l'attaque des titans. Les titans font très mal, donc plus on va pouvoir leur baisser leur attaque, mieux ce sera. Donc du coup, elle gagne un petit peu d'intérêt au niveau au niveau des titans. Mais pour le reste, je trouve que ça perd un petit peu, c'est dommage. Maintenant, je pense que ça reste quand même un très bon héros. En défense, je pense que ça peut être un bon flank, qui peut être franchement pénible. Euh, Heureusement que c'est pas en rapide, parce que là ça deviendrait franchement un enfer. À la différence d'une Freya, donc qui par exemple qui invoque des sbires qui vont être devant elle, qui vont la protéger et qui en plus vont faire des dégâts qui vont grignoter. Elle, en effet, c'est des démons, ils vont grignoter, puisqu'ils vont faire les 43% d'attaque à chaque tour. Ils vont grignoter, mais par contre, ils ne vont pas la protéger. C'est pas des sbires qui se retrouvent devant ce héros, ce sont des parasites, et c'est pour ça aussi que je préférais l'appellation de parasite araignée plutôt que des démons araignées. Ce sont des parasites qui vont s'accrocher au héros attaquant et qui vont le grignoter au fur et à mesure. Autre chose, je me disais sur le coup que bah, du coup c'était pas top pour la bataille sanglante, puisqu'il y a une partie de sa CS qui dépend des soins, et que forcément en bataille de sanglante il n'y a pas de soins. Sauf que bah, visiblement, donc le démon arachnéen absorbe les soins et disparaît après avoir absorbé 28% de la santé maximum de la cible. Or, a priori, et étant donné que ils sont sur la cible et non pas devant le lanceur, euh, j'ai l'impression que c'est le seul moyen de les faire disparaître. On parle pas de démons arachnéens qui resteraient pendant un certain temps devant la cible. C'est a priori la seule façon de les voir disparaître, c'est qu'ils absorbent de la santé et que voilà, une fois qu'ils ont absorbé ce qu'ils doivent absorber, ils disparaissent. Et donc du coup, vu qu'en bataille sanglante il n'y a pas de soins, du coup on se retrouve avec des sbires qui restent là pendant tout le long du raid. Euh, donc ça peut être sympa du coup. Ça peut en faire un héros qui serait assez sympa en bataille sanglante. Puisque du coup on se retrouve avec donc ces petits démons là qui ne vont jamais bouger, qui vont toujours rester sur la cible et qui seront là jusqu'au bout et qui vont grignoter jusqu'au bout la cible. Donc ça peut être franchement fort. Ça peut être franchement plutôt pas mal. Pareil pour les raids, hein, il y a de moins en moins de healers dans les défenses en raid. Moi-même j'ai arrêté d'en mettre en règle générale. Et je préfère avoir joué sans healer dans ma défense de raid. Euh, Bah du coup ça sera un héros qui sera franchement sympa à utiliser quoi. Puisqu'encore une fois il faut vraiment grignoter pendant tout le long du raid. Un petit peu comme les cumuls d'une Skadi qui restent là jusqu'au bout, qu'on ne peut pas dissiper, et qui vont grignoter pendant tout le long à partir du moment où on l'aura déclenché quoi. Donc c'est un héros qui peut être sympa aussi bien en défense qu'en attaque, hein. Je pense que ça peut être vraiment efficace dans les deux cas. En titan, j'en vois pas. Ouais, si, en titan, ça. C'est pas le meilleur héros titan qui soit. Maintenant, c'est pas ridicule non plus, puisqu'il y a une baisse d'attaque et une bonne stat d'attaque. Mais voilà, c'est pas le héros privilégié en titan.
Mais par contre, je trouve que c'est franchement sympa à tous les niveaux, que ce soit de la défense ou de l'attaque. Donc voilà, Elisabeth, c'est un gameplay particulier, c'est une nouvelle mécanique, mais ça peut vraiment être très sympa. Alors Griffin, on va pas trop s'arrêter dessus, on le verra demain, mais clairement moi pour l'instant c'est le héros que j'ai envie d'avoir. Je pense que lui et Phileas Fogg, c'est vraiment les deux héros qui me font envie là sur ce portail. Et bon, on verra ça demain. Ensuite, le professeur Lindenbrock. 5 étoiles jaunes de classe ecclésiastique ont un certain pourcentage de chances de résister aux effets qui touchent la mana et l'utilisation des compétences spéciales. Sa résistance passive, sa capacité passive plutôt, gain de mana au début de combat. Ce héros reçoit 20% de mana au début du combat. C'est toujours sympathique de commencer avec une mana déjà partiellement remplie, surtout quand c'est un héros lent, ce qui est le cas ici. Au niveau de ses stats, elle a 745 d'attaque, c'est plutôt pas mal, surtout pour ce type de héros, puisqu'on va voir que c'est un healer. 807 de défense, c'est très bien. 1394 de PV, c'est franchement bien aussi. Elle purifie les effets négatifs, donc on l'a dit, c'est une mana lente. Elle purifie les effets négatifs de tous les alliés. Elle booste la santé de tous les alliés de 200. Encore une fois, si on peut dépasser la santé maximum théorique des héros et surtout avec des PV supplémentaires. Et en plus de ça, donc la santé de tous les alliés est augmentée de 600 PV en 4 tours. La durée de l'effet est réinitialisée si la cible reçoit un effet appliqué. C'est assez sympa tout ça, ça fait un healer qui est plutôt pas mal. Moi ça me fait, comme j'avais dit sur la dernière vidéo, ça me fait quand même beaucoup penser à Raphaël, avec un soin direct suivi d'un soin par tour. Sauf que ce sera peut-être un peu plus efficace que Raphaël, puisque Raphaël tout simplement sera moins efficace s'il déclenche trop tôt, alors que ses alliés sont encore 50% ou plus de leur PV. Dans ce cas-là, il n'y aura que le soin par tour. Elle, c'est pas grave si elle déclenche tôt, elle va redonner des PV et éventuellement même plus de PV que le maximum théorique. Donc c'est plutôt sympa. Et ensuite, en plus de ça, elle va redonner des PV par tour. Maintenant, est-ce que ces PV qui sont redonnés par tour sont un boost et donc peuvent dépasser la santé maximum théorique, ou alors est-ce que c'est tout simplement un soin par tour basique qu'on peut trouver chez Menendor par exemple. Je vous avoue qu'au début je croyais que c'était du boost et je commence à croire qu'en fait non, ça va être du simple soin par tour cette deuxième partie, ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est toujours sympathique. On va les vérifier après. Je vais les vérifier après sur Melendor, faut que j'y pense. Tout simplement parce que j'ai pas envie de perdre le fil là et de me retrouver un peu perdu dans les héros que j'aurais déjà analysés. Donc voilà, on va les voir après. Au final, c'est un healer, hein, donc voilà, ça peut être très bien aussi bien en attaque qu'en défense. Encore une fois, je préfère les healers en attaque plutôt qu'en défense, mais c'est loin d'être ridicule en défense. C'est vraiment un Raphaëlier, je trouve, amélioré. Un Raphaëlier un petit peu amélioré qui peut vraiment, vraiment vous changer un raid, mais qui a aussi les défauts de Raphaël, c'est-à-dire qu'elle est lente et elle a des chances de déclencher trop tard. Maintenant voilà, c'est un healer, quoi. C'est un healer, donc voilà, plutôt à mettre en flank, d'où le défaut aussi qu'elle soit lente. Même si elle a des stats assez fortes, des stats de tank, je pense que quand même que sa meilleure position sera un flank comme pour à peu près tous les healers. Puis voilà, en attaque mis à part en bataille sanglante bien entendu, où là elle aura absolument aucun intérêt. Ça sera sympa dans tous les autres domaines du jeu, quoi. Ensuite les Piota. Les Piota, héros violet, 5 étoiles, c'est une sorcière, donc un certain pourcentage de chance de diminuer de 50% la génération de mana sur 2 tours. Sa capacité passive, c'est une réduction des dégâts des compétences spéciales, hein, donc comme on l'a vu pour Phileas Fogg et le docteur Moreau. Les 3 premières fois où elle sera attaquée par des compétences spéciales, elle sera attaquée avec moins 20%, quoi, en gros.
Au niveau de ses stats, on est à 780 en attaque, encore une fois c'est fort, 778 de défense, encore une fois c'est fort, et 1359 de PV, c'est pas mal. C'est dans la moyenne, c'est une vitesse de mana rapide, et sa CS, donc elle supprime tous les effets appliqués et cumuls de la cible, supprime même les effets et cumuls qui sont normalement non dissipables ou non purifiables, donc c'est quelque chose qui est plutôt sympa. Elle inflige 158% de dégâts à la cible, sur une personne franchement c'est pas top. C'est pas énorme, même si la stat d'attaque est quand même plutôt pas mal, donc ça fera quand même un petit peu de dégâts, mais franchement, voilà, c'est pas grand chose. La cible passe en forme de fantôme abyssal. Sous cette forme, elle reçoit 88 dégâts chaque tour. Donc là, je pense qu'on est vraiment sur du dot. Et qui dit dot dit aussi une valeur qui va augmenter au fur et à mesure qu'on va lui augmenter sa stat d'attaque avec les emblèmes. Donc on va passer de 88 à 90, puis 92, 94, etc. par exemple. Donc voilà, ces dégâts-là peuvent être augmentés avec les emblèmes, je pense. Faudra vérifier ça, hein, mais je suis franchement j'en suis pratiquement sûr, vu que c'est vraiment le principe d'un dot. De plus, elle ne peut pas gagner, donc la cible ne peut pas gagner de mana ni être soignée par des compétences spéciales, mais elle est immunisée contre les attaques normales et les compétences spéciales offensives, effets appliqués et cumul. Donc en gros, c'est un peu l'inverse de ce qu'on trouve chez un Stone Cleave par exemple, où c'est pas l'Epiota qui va changer en forme fantôme, elle va changer quelqu'un en forme fantôme. Elle va lui faire des dégâts pendant qu'elle sera en forme fantôme. Par contre, on ne pourra pas lui envoyer de CS sur la tronche à cette cible. On ne pourra pas lui envoyer de debuff de défense, par exemple, pendant qu'elle sera en fantôme, etc. Euh, la forme de fantôme abyssal dure 4 tours et le dernier ennemi du combat ne peut pas passer en forme de fantôme abyssal. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire déjà que c'est absolument pas un héros titan. Contre les titans, honnêtement, c'est pratiquement inutile. La seule utilité que je vois pour ce héros contre les titans, c'est le fait qu'elle ait une stat d'attaque qui soit assez importante. Mais sinon, 158% de dégâts, c'est anecdotique, surtout contre un titan. Et bah, un titan, il est tout seul, et qui dit, euh, qui dit une cible seule, du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas la transformer en forme abyssale. Donc, plus aucun intérêt d'utiliser les piotas. Donc déjà, à proscrire contre les titans. Ensuite, je pense que c'est pas un héros à utiliser en défense. Je pense que c'est pas un héros pour la défense, tout simplement parce que du coup, il y a en défense, c'est l'IA qui utilise le héros, et l'IA dans ce jeu est franchement un peu débile, il faut bien dire ce qui est. Or, comme on l'a dit, une fois que la cible est transformée en forme fantôme, on peut pas balancer de compétences spéciales, de debuffs, etc. Donc en défense, vous pouvez très bien vous retrouver dans la situation où l'Epiota va déclencher, elle va transformer quelqu'un en fantôme, et derrière vous aurez votre sniper qui sera chargé, qui va taper, et comme par hasard il va taper ce héros qui sera changé en fantôme, et du coup il aura tapé dans le vide, ça aura servi à rien. Donc du coup je trouve que c'est pas obligatoirement top en défense. Par contre en attaque ça peut être sympa. En attaque ça peut être sympa parce que là par contre du coup on peut contrôler l'héros qu'on va taper après avoir déclenché les piotas et taper ailleurs. Donc c'est plutôt cool. Et ça permet du coup de contrôler un petit peu la mana d'un héros en face. Sachant que je dise pas de bêtises, oui ça elle est bien rapide, par exemple, ça peut vous permettre de contrôler une sif en face. Ça peut vous permettre de contrôler un petit peu ce genre de héros là en la transformant en forme fantôme, elle ne gagnera plus de mana, elle prendra quelques dégâts, et voilà quoi. Donc en attaque ça peut être franchement sympa. Voilà, surtout en raid, dans les tournois aussi ça peut être assez sympa, il n'y a pas une énorme plus-value sur les attaques de rue, encore une fois on est sur un héros qui est déjà rapide à la base. En booster de bonus, il n'y a pas de valeur ajoutée, j'ai envie de dire, puisqu'elle ne donne pas spécialement de bonus. Et en bataille sanglante, pourquoi pas, elle fait des dégâts et elle peut permettre aussi de contrôler ceux qui vont être là dans la défense pour remplacer l'éventuel healer, c'est-à-dire celui qui va booster la défense par exemple, hein. Forcément en bataille sanglante on va trouver beaucoup de boosters de défense, elle permettra un petit peu les Piota de contrôler ces boosters de défense et de les empêcher de déclencher ce boost de défense, ce partage de dégâts et ce genre de choses là. Donc ça peut être pas mal à ce niveau là aussi.
Donc un héros clairement plutôt orienté attaque pour moi, cette Lépiota. Ensuite, ça on verra demain. Akorog. Akorog, donc c'est un héros 5 étoiles jaune de classe Ranger, donc un certain pourcentage de chance d'esquiver les bonus défensifs et les renvois de dégâts. Son passif, donc c'est encore une fois. Là, c'est une augmentation des compétences spéciales. La première fois qu'on va utiliser la compétence spéciale de ce héros, on frappera avec une puissance augmentée de 30%, donc c'est plutôt cool. Au niveau de ses stats, 782 d'attaque, c'est bien. 772 de défense, c'est très bien aussi. 1371 de PV, c'est pas mal. Donc c'est assez équilibré là encore une fois. Encore une fois, un petit peu orienté attaque puisque la stat d'attaque est assez forte, mais voilà, c'est assez équilibré. Et équilibré assez haut, bien entendu. Au niveau de sa CS, on est sur un héros rapide. Il change les positions de la formation adverse au hasard, donc à la manière un petit peu du chat du Cheshire, et il inflige 280% de dégâts à la cible et aux ennemis proches, donc sur 3 personnes, voire sur 5 s'ils nous remettent les nouvelles formations. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ça? J'en pense déjà que en défense, ça aura pas une. Enfin, pour ce qui est de changer les positions au hasard, en défense, honnêtement, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Sauf dans certains cas. Certains cas, comme par exemple l'exemple que je vous donnais encore une fois sur la dernière vidéo, il me semble. Si vous avez donc un Korok qui est en défense et en face on vous attaque avec une Glenda par exemple. Glenda qui va augmenter l'attaque des compétences spéciales des héros qui sont autour d'elle. Donc clairement on va mettre Glenda entre, je sais pas, entre deux snipers par exemple. Bah là, réarranger la formation inverse, ça fait qu'il y a par exemple un de ces deux snipers qui peut être remplacé par un healer, et du coup, Glenda sera moins efficace en augmentant les dégâts d'un seul héros. Si en plus on avait l'attaquant avait deux healers, ça se trouve on se retrouve avec les deux healers à côté de Glenda, et là du coup, il n'y a plus trop d'intérêt. Donc voilà, dans ce genre de cas, ok, ça peut avoir son utilité, mais c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Sinon, je vois pas trop d'intérêt de changer la formation adverse, la formation d'attaque adverse, quoi. Encore une fois, c'est la personne qui utilisera ces héros, à lui tout simplement de l'utiliser dans le bon ordre, hein. C'est-à-dire que peu importe du coup que le débuffer de défense par exemple se retrouve tout à droite et le dernier de la liste théoriquement à déclencher, c'est pas grave, il suffit d'utiliser en premier de toute façon. Donc voilà, ça n'aura pas un grand intérêt je pense en défense. Par contre en attaque ça peut être sympa. Ça peut être sympa tout simplement parce que par exemple vous avez un tank comme une Freya qui est très chiante. Si vous déclenchez Akorog avant Freya, ce tank va se retrouver peut très bien se retrouver sur un côté, donc ne plus trop recevoir de tuiles et être remplacé par un sniper qui sera assez faible en défense par exemple. Et du coup vous vous retrouvez avec un tank qui est pas très costaud et un héros qui est costaud et qui est très emmerdant, qui est vraiment là pour être en tank, qui se retrouve sur le côté. Et voilà, ça peut vraiment être assez sympa. Donc voilà, après c'est pas non plus quelque chose dont je suis super fan, ce changement de position. Ce que je retiens le plus sur ce héros, c'est donc les 280% de dégâts sur 3 personnes, avec une grosse stat d'attaque, c'est quand même assez sympa. En titan, voilà, c'est pas un héros de fou en titan, il n'y a pas une énorme plus-value. Il y a une grosse stat d'attaque, mais c'est tout. 280% de dégâts sur un titan, c'est pas non plus énorme. Voilà, le gros intérêt contre les titans, ça va être sa stat d'attaque qui est franchement sympa. Mais sinon pas plus d'intérêt que ça. Pas une énorme valeur ajoutée sur une attaque de ruée, puisqu'il est déjà rapide, donc il va juste passer en très rapide. C'est sympa, mais voilà, c'est pas une valeur ajoutée énorme comme ça peut l'être sur une Alfric par exemple. En booster de bonus, pareil, il n'y a pas de valeur ajoutée, il ne donne pas de bonus, il ne retire pas spécialement de bonus.
Et en bataille sanglante, ça va être sympa, il fait du dégât. Donc voilà, il y a. C'est. Même quand je dis qu'il n'y a pas de valeur ajoutée, attention sur ces tournois, ça reste quand même un bon héros sur ces tournois, il va faire du dégât. Donc voilà, c'est un héros qu'il a vraiment avant tout pour faire du dégât. Il fera son boulot dans tous les domaines de l'attaque. Il y a vraiment qu'en titan en attaque où voilà, je pense pas que ce soit le héros que j'amènerais quoi. Euh, Si ce n'est pour sa stat d'attaque quoi. Et puis bah voilà, ça y est, on a fait le tour de ces 5 étoiles. Donc ouais, on en est quand même déjà 45 minutes, donc je vais arrêter là. Chose que je voulais voir, donc c'était Melendor, comment est présenté sa CS. Ça devrait me permettre de me faire une idée pour le professeur Lindenbrock, ou je sais plus comment il s'appelle. Euh, pour voir si c'est bien du boost. Il est là. Tu récupères 609 PV sur 3 tours. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est pas du boost là, c'est vraiment juste récupération de PV comme un Melendor. Hop, elle est où? On va retourner voir ça. Voilà. Booste la santé de 200. La santé de tout est augmentée de 600 PV. J'ai un doute, je pense que c'est du simple soin par tour, cette deuxième partie de la CS. Je pense pas que ça dépasse la santé maximum théorique. Mais à confirmer. À confirmer. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Et puis bah je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.